Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, au début du XXe siècle, les scientifiques avaient pu créer des grands froids, des froids à très basse température, proches du zéro absolu. Donc ils étudiaient les propriétés de toute une série de substances pour voir comment elles se comportaient lorsqu'on les refroidissait à des températures proches du zéro absolu. Les métaux en particulier ont une certaine résistance électrique. Et lorsque la température diminue, cette résistance électrique diminue dû au fait que l'agitation thermique des molécules diminue, ce qui gêne moins la propagation du courant électrique. Toutefois, cette résistance ne s'annule jamais totalement. D'une part parce que toute matière a des défauts, et d'autre part parce que la propagation dans une structure cristalline n'est pas le même que la propagation à l'air libre, dans le vide. Mais ils constatèrent que pour certaines substances, comme par exemple le mercure, arrivé à une certaine température minimale, on observe une chute brutale de la résistance électrique qui alors s'annule totalement. Cette découverte fut nommée supraconductivité, puisque au-dessus d'une certaine température, il n'y a plus de résistance électrique et le courant s'écoule sans perte. C'est à tel point que dans la seconde moitié du XXe siècle, on fabriqua un anneau dans lequel on lança, à l'aide d'un champ magnétique, un courant électrique et on le laissa perdurer comme ça, on va dire indéfiniment. Ce n'est que assez récemment que ce courant s'est arrêté, mais pour une raison plutôt triviale, à savoir qu'il y a eu une panne de courant électrique, ce qui fait que le système de refroidissement pour atteindre ces températures proches du zéro, le système de refroidissement est tombé en panne. L'hélium s'est évaporé, l'hélium liquide, et à un moment donné, l'anneau s'est réchauffé, la résistance électrique est réapparue et le courant s'est arrêté. Le fait que le courant ait tourné pendant des décennies sans jamais diminuer le moins du monde montrait vraiment que la résistance était totalement nulle. D'où le terme de supraconductivité. Ça, plutôt que découverte au début du XXe siècle, mais les scientifiques, les physiciens ne comprenaient pas comment c'était possible. Cela ne fut vraiment compris qu'avec la mécanique quantique. Alors, on va avoir besoin, pour comprendre, on va avoir besoin d'un certain nombre d'outils, puis nous verrons ce qu'on appelle la théorie BCS, Barden-Cooper-Schiffer, qui est la théorie de la supraconductivité, et nous verrons les propriétés, en particulier les propriétés expérimentales des supraconducteurs. Cela va prendre un certain nombre de vidéos. Ici, nous allons parler d'une adaptation, d'un changement dans l'équation de Schrödinger, qui consiste à y inclure le champ magnétique. Alors, tout d'abord, l'équation de Schrödinger, il va falloir l'interpréter, parce qu'ici, on va l'appliquer à un conducteur, c'est-à-dire un très grand nombre d'électrons qui sont dans un matériau. Or, on a l'habitude plutôt, avec l'équation de Schrödinger, de traiter des cas avec une seule particule, comme l'électron autour d'un atome d'hydrogène, ou à la limite 2 ou 3 particules, avec des techniques d'approximation. Ici, on parle de milliards d'électrons. L'équation de Schrödinger n'est pas une équation classique. C'est une équation quantique. La fonction d'onde est une fonction qui prend une valeur en tout point. Elle se comporte donc comme un champ. Mais ce n'est pas un champ classique, comme peut l'être, par exemple, le champ électromagnétique. Il n'y a qu'une seule exception, c'est justement quand dans deux situations, quand on a un très grand nombre de particules et que l'on est dans des états où la mécanique quantique prend des manifestations macroscopiques. Donc il existe un certain nombre de cas où la mécanique quantique se manifeste à l'échelle macroscopique, tel que nous l'avons vu par exemple la superfluidité,
le laser aussi entre dans cette catégorie, ou la supraconductivité. Dans ce cas-là, à très très basse température, le nombre d'états quantiques devient faible et il y a peu d'états et l'ensemble se comporte un peu comme un fluide quantique, mais à l'échelle macroscopique. Et dans ce cas-là, l'équation de Schrödinger prend une interprétation qui est proche d'une interprétation classique. Nous verrons cela. Ce dont nous avons besoin d'abord, c'est d'introduire le champ magnétique. Alors pourquoi? Parce que le champ magnétique joue un rôle important dans les propriétés des supraconducteurs. Nous verrons que leur comportement en présence d'un champ magnétique est tout à fait particulier. Alors, comment fait-on pour intégrer le champ magnétique dans l'équation de Schrödinger? Si on prend une particule chargée, telle qu'un électron, qui se propage d'un point A à un point B, selon une certaine trajectoire, l'amplitude que l'électron a de passer de A à B est donnée par BA. Ça, nous connaissons. Et BA a une certaine valeur en présence d'un champ magnétique B qui baignerait l'ensemble et qu'on va représenter ici par le potentiel vecteur. Nous avons vu il y a déjà un bout de temps. Donc, l'amplitude en présence du potentiel vecteur a une certaine valeur. Et celle-ci est en fait égale à l'amplitude pour A égale 0, donc sans potentiel vecteur, sans champ magnétique, fois une certaine fonction qui est en fait l'exponentielle. Alors je peux vous l'écrire, IQ sur H bar, I l'unité imaginaire, Q la charge électrique, H bar, et fois l'intégrale du potentiel vecteur le long de cette trajectoire. En fait, ceci revient à faire la somme du potentiel vecteur tout le long de la trajectoire. Quand on applique ça à l'équation de Schrödinger, en faisant quelques calculs, on voit que ça revient à remplacer l'impulsion, ou sa forme quantique, la dérivée par rapport à la position, par P moins Q fois A. Q la charge, A le potentiel vecteur. Donc dans l'hamiltonien, il suffit de remplacer l'impulsion par P moins QA pour obtenir le résultat en présence d'un potentiel vecteur, par exemple d'un champ magnétique. Donc, le principe est donc simple. Mais comment vérifier que ceci est bon? Alors une méthode, c'est d'utiliser par exemple ce que nous avons vu concernant une file d'atomes séparés d'une certaine distance, on va tenter B, et l'électron a une certaine amplitude, K ou moins K, de sauter d'un atome à l'autre. On peut calculer l'amplitude au cours du temps et sa variation, nous avons vu cela, en fonction du fait que l'électron en un point peut rester sur place ou provenir d'un atome voisin après un saut. Ici, on a une modification du fait que dans cette trajectoire, le long de B, on doit, en présence d'un champ magnétique, multiplier l'amplitude par ce coefficient exponentiel IQ sur H bar et la somme du potentiel vecteur. On peut aussi considérer que si les atomes sont proches, ce potentiel vecteur est constant et donc la somme c'est simplement le potentiel vecteur le long de cette direction fois la distance B à xb au lieu de cette intégrale. On fait comme on l'avait vu, on peut résoudre les équations, mais on peut aussi rapprocher les atomes, c'est-à-dire faire tendre B vers 0, de façon à tendre vers un milieu continu. On a vu à ce moment-là que l'électron se comporte comme une particule qui se propage dans le vide, avec une certaine masse effective qui est donnée par H bar
sur K, B carré, la distance. Et bien sûr, on s'arrange pour que KB carré soit une constante. Sinon, B en tendant vers 0, ça tendrait vers l'infini. Mais on peut supposer que lorsque les atomes se rapprochent, l'amplitude est beaucoup plus grande pour passer à un atome voisin qui est plus proche. Et on garde KB carré constant pour avoir une masse effective donnée. On a alors le comportement d'un électron dans le vide avec une certaine masse effective et en utilisant cette méthode-là, on a le résultat en présence d'un champ électromagnétique ou d'un champ magnétique, d'un certain potentiel vecteur. Donc on a la propagation équivalente à une propagation d'une particule massive, chargée, comme si elle était dans le vide, mais soumise à un champ électromagnétique. On peut alors vérifier ce que dit l'électromagnétisme. Que dit l'électromagnétisme pour une particule massive, chargée, qui se propage dans un champ magnétique? Elle subit des forces, elle subit des interactions. Nous avons vu cela. Une particule chargée parcourt une spirale autour des lignes de champ magnétique. Donc on peut vérifier ce résultat. Et le résultat qu'on trouve en prenant ceci est correct. On obtient le bon résultat, ce qui permet de valider cette approche. En réalité, les physiciens ont procédé autrement, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est de partir de la formulation classique et de faire le chemin inverse pour trouver quelle opération il faut effectuer en présence d'un champ électromagnétique dans la théorie quantique. Et en faisant le choix inverse, on trouve cela, bien entendu. Voilà, pour notre premier résultat, assez simple, modification de l'impulsion en présence d'un champ magnétique, modification de la phase en présence d'un champ magnétique, et le reste dont découle, comme d'habitude, équation de Schrödinger, etc. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir quelque chose qui n'est pas beaucoup plus compliqué. Nous allons parler de l'équation de continuité pour la probabilité, c'est-à-dire la probabilité que l'on obtient avec la fonction d'onde. Elle obéit à une certaine équation de continuité et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.